Ouais, l'agron, ouais. Juste Moi pour j'ai pris le Tiplouf GOAT. parce que Pingoléon, ah, c'est tellement mon préf. C'est mon premier Alors, faut starter, que je check Ah avec le ouais? diamant l'info. perle. Non, moi je l'aime moins, tu vois, Pingoléon. Ah ouais, mais bon, Pingoléon, c'est censé être une représentation de Napoléon, donc bon, voilà, je suis corse, tu vois, dans le sein, Mmh. Napoléon. Toi, tu corse. Oui, et oui, c'est pour ça que je suis con. Pardon, excusez-moi. Je Par voulais pas contre, il tirer y une a blague dans mes potes. le petit chat là du dernier là aussi, de la 8G là qui est sympa. Avec le type feuille là. Ouais, ah bah Ouais, j'avoue, il est adorable. lui il est génial, hein. J'avoue, Genre il est vraiment. très mignon. J'aime Ouais. bien le feu, le renard de feu aussi là, où il devient magot à la fin là. Fennec. Ouais, c'est ça, ouais. Je le trouve très joli lui aussi. J'adore les renards, c'est mon animal préféré. Oh merde, j'ai pas ma touche X du coup, fait chier, alors attends. Allez, vas-y, je lance le truc. Tac, Allez. seconde. Il est en français? C'est ouvert? Ouais. OK. Alors, il y a quelques dialogues de PNJ qui sont en anglais, mais c'est Oh ça va, relativement pas très important, hein. je comprends l'anglais, mais c'est Euh, juste que, tu sais, c'est pour moi après, tu sais, quand la fatigue va commencer à s'installer. tac. Non, mais vraiment, le jeu est principalement en français et il y a quelques dialogues qui le sont en anglais, mais c'est pas OK, problématique. ça marche. Ouais, Hop. et regarde les modes pack parce que t'as des boussoles pour trouver les biomes, des bâtiments spéciaux, parce que vu qu'il y a certains Pokémon qui spawnent que dans des biomes spéciaux. Waouh! Alors, j'avais Bon, oublié, je mais vais, je le vais menu switcher, est je vais switcher. Allez, austère à souhait. Allez, je switch de vocal. À Alors, plus, Pertazer, merci en tout cas, c'était trop à cool. plus, bah, mais de rien, mais de rien. Comme vas-y, Allez les gars. je reste juste avec Pertazer 2 spi le temps qu'on finisse la conversation et j'arrive. Ouais, ça marche, ça marche. Le Allez. temps que tu Alors, mettes ah tout en oui, live, en place. Ouais, c'est bon, c'est fait. À langage, plus. langage À tout. français. Oui, alors j'ai bien ma petite musique en arrière-plan. Bon, la musique ça va pas trop correspondre, mais bon, c'est pas très grave. Alors, tac, on va montrer mon magnifique display. Qui est magnifique, n'est-ce pas? Ouais, je me suis fait un petit truc sympa. Du coup, mesdames, messieurs, nous allons parler d'un monde que je suis en train de créer. Que je suis en train de créer. Un monde qui s'appelle du coup l'Omnicodex. Alors l'Omnicodex, qu'est-ce que c'est concrètement? L'Omnicodex, du coup, c'est un univers que j'ai créé, qui est dans ma petite tête, et que j'essaye de mettre en place petit à petit tranquillou. Concrètement, l'Omnicodex, en fait, c'est une forte inspiration du coup de Warhammer 40 000 et du jeu Stellaris, concrètement. Ça s'inspire énormément du coup du monde qui nous entoure déjà actuellement. C'est-à-dire, il va y avoir des références du coup euh, il va y avoir des références pardon sur l'astrophysique, sur l'astronomie du coup pardon. Il va y avoir des références du coup à des événements historiques qui ont réellement existé, qui ont réellement eu lieu. Je pense notamment au signal WOW. Je crois qu'il a été fait en 73, qui a été capté en 73. Quelque chose comme ça, si je dis pas de bêtises. Signal WOW, du coup, qui est tout simplement un signal qui pourrait s'apparenter à concrètement ce qui se rapproche le plus en fait d'un signal radio artificiel. C'est-à-dire en fait émis sur une fréquence qui ne peut pas être naturelle. Sur une fréquence qui n'a pas été observée, euh, qui n'est pas observée, qui n'est pas observable dans la nature de manière tout à fait naturelle. C'est-à-dire c'est vraiment une fréquence qui est utilisée, euh, par exemple par nous en fait concrètement. C'est-à-dire vraiment une fréquence radio qui est complètement à part. Et du coup ce fameux signal wow, il a été capté à un moment précis pendant je crois 45 secondes si je dis pas de bêtises. Et ce fameux signal wow, du coup, donc dans la réalité, hein, donc, qui est un fait réel, c'est un signal radio qui a été capté à un endroit très précis de l'univers, qui a été... enfin, très précis non d'ailleurs en plus. C'est bien pour ça que ça pose problème, c'est-à-dire que c'est un endroit... en fait, c'est une triangulation qui a été faite, mais du coup d'un endroit qui correspond à plusieurs centaines de milliers d'années-lumière en termes de superficie, en fait. Donc c'est quasi impossible de retrouver d'où vient son émission. Surtout que c'était genre en 73 ou quelque chose comme ça, donc en fait,
laisser tomber. Et donc aucune explication à ce signal WOW, si ce n'est que c'est une fréquence radio du coup qui est le plus proche de ce qui pourrait être du coup un signal radio artificiel. Voilà. Et donc du coup ça par exemple ça va s'inscrire dans mon récit. Que je ne vais pas raconter maintenant, bien évidemment, parce que je l'ai pas encore écrit et que je l'ai juste en tête. Et du coup, voilà. Oui, du coup, belle fée. Oui, je suis là. Belle fée, belle fée. Du coup, ouais. C'est un grand plaisir d'être présent dans cette explication de l'or de ton univers. Ça y est, je le fais enfin, je le fais enfin. Je le fais enfin, et c'est surtout que, putain, j'attends 23h pour commencer à le faire, c'est terrible. 23h30. Ouais, 23h30. Du coup, mon récit s'inscrit dans une galaxie fictive. Une galaxie qui n'existe pas, mais qui est fortement inspirée d'une autre galaxie. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est galaxie... Ah merde, j'ai pas de... Voilà, tac. Je crois que c'est galaxie du... Alors attends, c'est... Alors attendez. En type de galaxie, je les avais toutes, mais je ne me souviens plus. C'est une galaxie du coup qui est en formation. Attends, galaxie du tourbillon. Tac tac tac, c'est un elliptique. Alors c'est une galaxie irrégulière du coup. Tac tac tac, et du coup je vais pouvoir vous retrouver. Tac tac tac, celle sur laquelle elle s'inspire. Je sais pas si je l'aurai du coup là. Oh, galaxie Groupama nuage, non je l'aurai pas. En fait c'est con parce que du coup j'ai oublié le nom. Mais j'ai vraiment l'image très très précise de... Ah voilà, là voilà. C'est la galaxie des antennes. Galaxie des antennes. Voilà. Pouf pouf pouf. Je vais le noter là, ce sera plus simple. Il me saoule ces switch rouges, hein, je te jure, les Red Cherry, c'est vraiment un enfer. Galaxie. Galaxie des antennes. Pouf, pif, paf. C'est inspiré de ça. Alors c'est vrai que là tout de suite comme ça, bon, ça ressemble pas trop, hein. C'est normal. C'est normal, c'est normal. Tac, on s'en fout. Voilà. C'est inspiré de ça concrètement, et donc moi j'ai fait un petit croquis à la main qui donne ça. C'est vraiment pas très beau. Pas très beau, pardon. Mais du coup, je peux vous expliquer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc en fait, dans notre galaxie du coup, qui s'appelle Devraim, pardon, on a du coup 3 bras principaux, qui sont le bras d'Antares, le bras de Sirius et le bras de Meltis. Et sur chaque bras, en fait, vous avez soit des pics, c'est-à-dire des bras secondaires, on va dire, mais de taille vraiment réduite, soit où on a des filaments qui sont un petit peu plus étirés, qui sont un petit peu plus longs qu'un pic. Et on a un petit filament solitaire. Bon, bref, voilà, ça c'est pas très intéressant, mais en gros c'est pour vous montrer. J'ai bossé un petit peu le machin. On a des zones du coup de haute densité d'étoiles avec vraiment beaucoup de systèmes solaires qui viennent se balader un peu partout. Après on a des zones avec une densité un petit peu de type moyenne, on va dire, et après vraiment des zones. Oh, ça sert un peu à rien que je raconte ça, moi d'ailleurs. Bon, voilà, il y a juste une zone avec un petit nuage stellaire à cet endroit-là, très précis. Alors on pourrait dire que oui, bon moi j'ai fait un trou dans mon dessin, mais non, c'est complètement volontaire parce que ça s'inscrit dans mon récit. Du coup, l'aspect de la galaxie, comme vous le voyez là en fait, donc la galaxie de Devraim, ça se passe du coup au tout dernier âge, c'est-à-dire que là c'est la version la plus récente. Comment dire? On va dire que c'est la galaxie contemporaine aux personnages principaux. Voilà, concrètement. C'est-à-dire c'est pas la galaxie il y a 10 milliards d'années ou tout ce que vous voulez, c'est vraiment là, actuellement, maintenant, ça ressemble à ça. Et du coup, le nuage stellaire fait partie de l'histoire de cette galaxie, qui est expliqué pourquoi est-ce qu'il existe cette espèce de petit nuage stellaire. Et donc maintenant, on va pouvoir passer un petit peu à la chronologie. La chronologie... Alors, je vais pas vous lire le récit, parce que j'ai pas envie de vous le lire déjà. Par contre, je peux vous parler de la chronologie. Alors du coup, ça se divise en plusieurs temps. Et par temps, il y a plusieurs âges. Donc vous avez le temps pré-galactique. Concrètement, le temps pré-galactique, en fait, c'est le temps
avant la découverte du voyage spatial en fait. Ou même mieux que ça, c'est vraiment avant, même pas une question de voyage spatial, c'est vraiment avant la découverte. Bah si, d'ailleurs, si, c'est complètement avant la découverte du voyage spatial. En fait, c'est vraiment le voyage supraluminique en gros, dans l'idée. Donc du coup, on a l'âge de la création du monde, des mondes, pardon. Donc c'est vraiment le temps où la galaxie se forme, où les systèmes solaires se forment aussi, les étoiles, pardon, se forment, le temps où les planètes se forment, etc., etc. Après, vous avez un âge qui est un peu, en fait, il correspond pas à grand chose en soi parce que tout dépend de sur quelle planète ça se passe, etc., etc. Mais en gros, c'est l'âge immémoriel. C'est-à-dire le temps du balbutiement en fait des espèces, c'est-à-dire la vie qui apparaît sur plusieurs planètes à droite à gauche, puis qui disparaît, puis qui réapparaît, enfin bref. En fait, c'est un peu... c'est-à-dire qu'il y a plein de planètes dans cette galaxie-là qui ne passent pas le grand filtre, en fait, concrètement. Alors pour ceux qui sont pas familiers du coup de cette histoire de filtre, en fait c'est par rapport à la vie, c'est-à-dire par rapport à la vie humaine, en partant du principe que là on parle que de la Terre, hein, bien sûr. En gros, cette histoire de grand filtre, c'est toutes les étapes que la vie a prises pour arriver, on va dire, au développement dans lequel on est là maintenant, c'est-à-dire une espèce consciente qui est capable du coup d'allumer un ordinateur, de vous parler là en direct, qui a envoyé des satellites pour qu'on voit ma vieille tronche là vous parler. En gros, voilà. Ce grand filtre-là, ça passe par quoi? Ça passe par exemple un réchauffement climatique qui éradique 90% des espèces qui existent sur la planète. Et ce tout petit pourcentage qui reste, à la fin, ça devient nous. Bah voilà, il y a eu plein de grandes extinctions de masse au cours de l'histoire. Il y a eu plein d'événements qui ont fait que il y a une grosse partie des espèces qui ont été éradiquées. Et il y a eu plein de moments où la vie aurait pu tout simplement s'éteindre totalement. Et c'est ce qui fait ce fameux grand filtre en fait. C'est passé au travers du grand filtre en fait concrètement. Donc pour revenir à mon récit, du coup l'âge immémorial en fait ça représente concrètement le temps où les j'aurais pas dû faire ça, merde. Où les comment ça s'appelle? Où les espèces du coup se développent, où la vie plutôt se développe un peu partout. Pas forcément des vies conscientes, hein, ou alors des vies conscientes, voire même omniconscientes ou ce genre de choses. Mais là, on parle vraiment des balbutiements de la vie, c'est-à-dire ce qui pourrait correspondre en gros concrètement, alors pas à la préhistoire, mais vraiment, comment on appelle ça déjà? La proto-histoire de notre temps à nous, c'est-à-dire en termes terriens, en termes humains bien sûr, la proto-histoire c'est vraiment ce qui se passe avant même qu'on parle de moins 40 000 ans où les hommes commencent à apprivoiser le feu, pardon, ont commencé à se mettre en tribu, ont commencé à faire des choses. Là on parle vraiment d'encore avant, c'est-à-dire là où l'homme n'existe même pas encore en tant que tel, quoi. C'est-à-dire on est vraiment au balbutiement, limite le grand bouillon de la vie de sport en gros. Vous êtes là-dedans, concrètement. Après du coup on a l'âge pré-FTL. Alors FTL c'est Faster Than Light. Donc du coup c'est le voyage, on va dire supraluminique en français pour faire plus simple. L'âge pré-FTL en fait ça va être toutes les civilisations pardon, qui ont arrivé à évoluer dans un certain cadre. C'est-à-dire qui ont réussi à aller un petit peu plus loin que juste cette espèce de grand bouillon qui mène la plupart du temps à une extinction de masse concrètement. C'est-à-dire des civilisations qui pourraient correspondre, je sais pas moi par exemple aux anciens égyptiens ou de chez nous, hein, bien sûr je parle, qui pourraient correspondre aux babyloniens, ça pourrait correspondre au Moyen-Âge par exemple, ça pourrait correspondre à l'âge industriel, ça pourrait même correspondre à notre époque à nous là actuelle, puisque actuellement on n'est pas capable d'avoir le voyage supraluminique concrètement. Et d'ailleurs c'est pas demain la veille, hein, parce que là nos connaissances sur l'univers nous disent concrètement que c'est impossible. Donc pour ceux qui sont pas du tout familiers avec un petit peu tout ça, en fait concrètement là le voyage aller plus vite que la lumière c'est impossible. Déjà ne serait-ce que de s'approcher de combien, je crois que c'est 3% de la vitesse de la lumière, déjà c'est pas possible. Un truc comme ça, je sais plus, où on n'est pas en capacité de passer seulement 3% je crois. Quelque chose comme ça. Là je suis en train de vous donner des affirmations mais je suis pas sûr à 100% donc vérifiez quand même. Après dans un univers de SF t'aurais pu te le permettre de l'accepter.
Ouais, mais justement, j'aime bien que mon récit reste quand même cohérent et concret. Là, en fait, ce que je me permets d'accepter, c'est justement que il y a une solution miracle qui existe quelque part où ça nous permet de le faire, tu vois. En gros, voilà, c'est ça que je me permets. Ouais, Parce que en fait, il y a bien un moment donné où justement le truc de crédulité, tu te dis bon bah vas-y, ok, ils peuvent faire le voyage supraluminique, c'est bon, c'est une fiction, ça va tranquille. Mais j'essaie, tu vois, toujours de respecter quand même une certaine, comment dire, cohérence. ouais, une certaine cohérence, une certaine réalité, tu vois, pour que mon récit paraît un peu mieux crédible, on va dire. Parce que Après, ça me fait plaisir, pour- tu vois aussi. Non, après, bien sûr, hein, c'est bien. Je te dis pas, non, tu dois pas le faire ou quoi. Hein, Bien sûr, bien c'est sûr. juste que si tu ne prends pas en compte tous les voyages qui doivent se passer entre les dimensions, Mm. les galaxies, bah en vrai, c'est pas un problème. Mais c'est juste que ça peut se montrer Oui, lent, c'est quoi. ça. Non, Pour mais les c'est pour races ça, comme les humains qui je vivent pas prends pas longtemps, ça, ça je peut prends être pas ça comme problématique. ça. Ah ouais, moi je prends pas tout à fait ça comme ça, mais du coup, ouais. Alors, je sais pas si je l'expliquerai en gros comment ça fonctionne. Je pense pas que je me pèterai les dents à essayer de l'expliquer, mais je pense que Ah non, non, mais après, t'as je des points poserai qui sont des absolument limites à inutiles ce. d'aborder. Hein. Ouais, mais il faut quand même que je pose des limites là-dessus, parce que si on est capable d'aller à la vitesse de la lumière, dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on va pas dans d'autres galaxies? Pourquoi est-ce qu'on va pas, tu vois? Alors du coup, j'essaierai Alors de déjà limiter un peu que le machin, avec tu la vois. vitesse de la lumière, d'aller d'une étoile à une autre, c'est chaud. Mais alors d'aller d'une galaxie à une autre, c'est encore plus chaud. Hein. Alors après, le pré-FT, enfin du coup le fameux voyage plus vite que la lumière entre guillemets, c'est pour ça que j'appelle ça Supraluminique. supraluminique et c'est pour ça qu'en Ouais. gros, il y a pas de terme, il y a pas de, j'explique rien en fait. C'est juste, on sait pas comment ça marche, mais ça marche. Alors, je pourrais très bien Oui, en dire fait, que c'est un peu un idéal qui est hors d'atteinte pour l'instant dans ton univers, quoi. Genre, apparemment c'est faisable, mais personne n'a compris comment. voilà, bah là en gros, l'âge pré-FTL, c'est nous maintenant, concrètement. On n'en Ouais. sait rien. Voilà, pour nous là pour l'instant, les lois de la physique actuelles, de nos connaissances actuelles, c'est pas possible. Voilà. Concrètement, voilà, c'est ça. C'est l'âge pré-FTL, c'est nous, concrètement. Alors après, du coup, il arrive à un moment donné où, justement, il y a une espèce à un moment donné, et cette espèce, c'est les humains, du coup. Ah, la honte. Alors, c'est pas les... C'est là que c'est un petit peu particulier. C'est que, du coup, les humains... En fait, du coup, la galaxie de Devraim s'ancre dans notre univers à nous. Ok? Donc, les humains, il y a un moment donné où la planète Terre s'est retrouvée dans cette galaxie. Concrètement. Ok. Il y a un moment donné, la planète Terre était là. Et donc, il y a le temps des précurseurs. Il y a un moment donné où, du coup, l'espèce humaine découvre le voyage supraluminique. Et c'est ce qui fait, du coup, l'âge de l'avènement des précurseurs. Les précurseurs, en fait, c'est les humains qui commencent à s'établir dans plusieurs colonies, qui commencent à coloniser un peu les systèmes solaires autour de leur système actuel sur Devraim, concrètement. Qui n'est pas du coup le système solaire, pour le coup, puisque c'est pas le soleil, il n'y a pas Jupiter qui tourne, etc. etc. C'est quelque chose d'autre. Il y a bien la Terre telle qu'on la connaît, ou telle qu'on l'a connue potentiellement, ou telle qu'on va la connaître. Mais parce qu'il y a une notion de voyage temporel, il y a une notion de bordel pas Univers possible. alternatif, ouais, Alors ça a l'air, justement, c'est ça ouais. c'est ça que j'aime bien dans mon univers, c'est que c'est pas alternatif. C'est qu'en fait, je vais me démerder. J'ai pas encore tout écrit, mais je vais me démerder pour qu'à la fin, tu saches pas si en fait ça s'est passé avant ou après nous, concrètement. Je vais faire en sorte en fait que à la fin, quand tu vas lire le truc, tu vas dire mais du coup en fait, ça pourrait en même temps se passer en même temps que nous, mais c'est pas possible parce qu'on est là maintenant actuel, tu vois. On est là en train de se parler, etc. Donc c'est pas possible, on n'est pas là actuellement dans une autre galaxie, tu vois. Donc ça pourrait se passer en même temps, parce que concrètement, il y a vraiment des événements qui se sont passés et qui se passent en même temps, etc. Tu vois, qui corroborent, on va dire. Ça pourrait être dans le passé, parce que du coup, il y a aussi des événements qui correspondent dans le passé, mais ça pourrait aussi être dans le futur, tu vois. Bah, en vrai, tout dépend, parce que si ton signal Bloom
il a vraiment été émis par la partie que tu vas nous raconter, bah du coup ça va se passer bien plus tôt dans le passé. Parce que pour le temps que le signal arrive jusqu'à chez nous, Alors tout le temps justement, là, il se passe. justement, c'est ça qui est génial. C'est que, bah en fait, il y a un mec qui nous a fait la théorie de la relativité. Et le temps, c'est Ah, je me relatif, mon demande qui ami. c'est. Le temps, c'est relatif. Et c'est là que Ouais, c'est je veux bien. hyper intéressant. C'est là que c'est hyper intéressant parce que Le du coup, poids en de la fait. galaxie difforme le temps, c'est ça? Alors, ouais, Ou du trou noir dans son centre? Ou les deux. Tu sais pas pour tu l'instant. verras, tu verras. Ça va être. Ça marche. En fait, il y a justement, il y a une partie qui va être très rapidement. En fait, cette histoire justement de relativité du temps, ça va être partiellement expliqué dès le début de l'histoire principale du coup, Ok. avec nos deux héros du coup. Mais disons qu'en fait, ça va ouvrir une porte où du coup justement ton soupçon d'incrédulité, pardon, il va du coup laisser le champ au possible. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, je vais émettre une hypothèse à un moment donné, au début. Et du coup, cette hypothèse, en fait, elle va te permettre de comprendre un peu mieux la suite des événements. Et donc, il y a des fois, il y a des choses qui vont se passer où tu vas te dire, bah ouais, bah du coup, si ça s'est passé comme ça, du coup, voilà. Du coup, c'est normal que ça se passe comme ça, mais tu vas te dire en même temps, ah mais ouais, mais du coup, si ça se passe comme ça veut dire que, bah avant, ça s'est passé comme ça, mais du coup, ça veut dire que plus tard, ça va se passer. Oh putain, tu vois. Ouais. D'où le truc de je vais essayer de retourner le cerveau d'un peu tout le monde. Parce que ça me fait plaisir, j'aime bien. Et je vais certainement me casser les dents parce que le voyage temporel, c'est le pire truc à faire. Oui, surtout Mais quand on justement, commence. c'est pas une histoire de voyage temporel, c'est ça qui va être cool. Ouais, bah, en Euh, fait, t'es globalement en train de faire la même chose que moi. Le lore de ton histoire a une histoire de voyage dans le temps, mais c'est pas sur ça que se base l'histoire que tu vas Ah ouais, raconter. non, moi pas du tout. Pour le coup, vraiment pas. Ouais. C'est en fait, Ouais, j'ai besoin du voyage temporel pour expliquer le début de mon histoire concrètement. ouais, la même. Non, Et mais ok. pour expliquer ma temporalité, etc., par rapport à justement la galaxie de Devraim, etc., etc. Trop Mais drôle qu'on ait sinon, les en mêmes fait, moyens de justifier nos lores alors que toi c'est SF et moi c'est Medieval Fantasy. Trop drôle. exactement. Sauf que du coup, là pour le coup, moi, le voyage temporel, c'est pas un truc qui fait partie de mon univers. C'est juste, ça s'est passé comme ça. C'est-à-dire qu'en gros, Yep, yep. bah, pas de bol. Tu vois ce que je veux dire? Genre, ça fait pas partie du T'as lore, mélangé du le machin et sel tout et le ça, tu poivre vois? dans ton assiette et hop, ça a retourné dans le temps. Ouais, en gros, c'est ça. T'as mis trop de sel, bon bah tant pis pour toi, tu vois? Bah, en gros, c'est un peu ça, quoi. Yep. Ok. Donc on a l'âge de l'avènement des précurseurs avec les humains qui se mettent à coloniser un peu partout, qui se mettent à essayer de faire évoluer un peu les choses dans cette galaxie. Et puis à un moment Ok, donc donné, là ils sont déjà sortis de leur système du coup. là ouais, ils sont déjà à l'âge de l'avènement Ok. des précurseurs, c'est les débuts de justement des De la sortie du comment dire? système. Ouais, c'est la sortie du système, ils commencent à coloniser plein de choses, ils commencent à se développer pas mal, il y a une ascension technologique, il y a une ascension culturelle, une ascension vraiment psychique aussi, enfin bref, c'est vraiment, ils commencent à vraiment être bien, tu vois. Planète unifiée, Ouais, planète unifiée, bien sûr. Ouais. ça c'est beau gosse. Alors, planète unifiée, mais il y a quand même, tu sais, des factions, tu vois. Oui, bon après voilà quoi, ça sera toujours le trait humain, mais c'est Voilà, déjà, il y c'est a une ça. seule nation, c'est déjà pas mal. Alors, c'est planète unifiée. Et c'est du coup, par contre, il y a, comment dire, tu sais, des trucs de colonies à droite à gauche qui font que, bah, du coup, t'as des factions, tu vois, genre, je sais pas, on va dire un peu, tu sais, comme dans Warhammer 40 000 avec les chapitres, tu vois, dans Ouais, l'idée. ouais, ouais. Tu vois, genre, en gros, t'as l'Empire, et puis après, t'as plein de chapitres qui gèrent leurs propres trucs avec leurs propres règles, avec leurs machins et tout, tu vois, mais en soi, tout est relié à l'Empire, tu vois. En gros, c'est un peu Ouais, ça le ouais, délire. Dans l'idée, c'est un peu ça. ouais. Alors, je développe pas trop cette partie-là. Pourquoi? Tout simplement parce que on arrive au premier âge sombre. Le premier âge sombre, c'est très simple. Et il y a un instant T où, en fait, l'humanité et la Terre entière disparaissent. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un moment donné, la planète Terre elle-même disparaît. Il y a un moment donné où chaque humain présent dans la galaxie disparaît. C'est-à-dire que là, on est quand même à une grosse... comment ça s'appelle à une Terre qui a sa propre histoire, qui s'est développée dans la galaxie, ok, qui a fait plusieurs factions. Il y a eu des guerres entre factions. Il y a eu voilà.
On est sur vraiment un temps assez, enfin très long du moins pour l'humanité, ok, où il s'est vraiment passé beaucoup de choses, où l'humanité a pu se développer, et puis d'un coup plus rien. Mais plus rien, genre ça disparaît complètement. Beau gosse. Donc là on a un temps alors je sais plus combien je l'ai fait, bon je vais pas regarder là tout de suite. J'ai mes références mais je l'ai pas là comme ça là. On a un certain temps en fait où du coup il y a plus rien dans la galaxie, il se passe plus rien. Alors âge sombre, pourquoi? Et pourquoi est-ce qu'il se passe plus rien? Je dis bien il se passe plus rien en termes de voyage spatial, de communauté galactique, de colonisation d'autres planètes, etc. C'est-à-dire que là, on retombe théoriquement dans un âge pré-FTL, en fait, concrètement. C'est-à-dire qu'il y a bien des civilisations qui existent sur d'autres planètes, il y a bien des civilisations conscientes qui existent sur d'autres planètes, mais elles n'ont pas le voyage technologique. Pardon. Elles n'ont pas la technologie pour avoir le voyage, du coup, supraluminique. Et on arrive... Et ça, c'est pour l'ensemble de la galaxie ou juste pour les Ça, c'est factions pour qu'on va l'ensemble suivre? ça, c'est pour l'ensemble de la galaxie. Yep, ça marche. C'est-à-dire que la Terre et tous les humains disparaissent du jour au lendemain, d'un coup. Il y a un instant T, 23h59, il y a 90 milliards d'humains répartis sur une centaine de planètes. Ok. Et à minuit pile, il n'y a plus personne. Et il n'y a plus de planète Terre. Tout disparaît d'un coup. Je sais pas qui c'est, mais je veux une collab. Hein. Exactement. Ensuite, on arrive à l'âge de la première communauté galactique. Alors, la première communauté galactique, concrètement, c'est à un moment donné dans la galaxie où il y a plusieurs civilisations qui ont atteint le voyage supraluminique, plus ou moins en même temps, qui se rencontrent. Et il y a un certain nombre de ces civilisations galactiques, du coup, qui décident de créer une communauté galactique. C'est l'équivalent de l'ONU, en gros, si vous préférez, vraiment. C'est-à-dire, il y a plein de civilisations diverses, en gros, qui se réunissent à un endroit pour discuter des lois qu'il faut voter au sein de la communauté galactique, c'est-à-dire les lois qu'il faut respecter dans la galaxie. Tel empire est pas bien, faut pas commercer avec lui, donc on fait des sanctions. Tel empire a attaqué le tel, du coup il faut envoyer des troupes là-bas ou ce genre de choses. Concrètement, c'est l'ONU. Donc c'est l'âge de la première communauté galactique. Donc tout ce petit monde se développe, et puis on arrive à l'âge de la grande crise des dévoreurs. La grande crise des dévoreurs, concrètement, c'est une espèce omnisciente qui arrive du coup, qui arrive probablement d'une autre galaxie, qui arrive sur Devraim et qui se met à littéralement dévorer tous les mondes qu'elle croise. En gros, c'est concrètement, c'est les tyrannides, si vous préférez. Concrètement, en fait, on va pas se mentir, c'est en gros plus ou moins les tyrannides. C'est plus ou moins aussi dans Stellaris, c'est les dévoreurs, hein, concrètement. Concrètement, c'est ça, c'est une espèce du coup qui se ramène et qui se met à vouloir tout bouffer. Voilà. La communauté galactique, du coup, se fait à moitié maraver la gueule bien vénère. Et donc là, c'est un temps assez long. C'est l'âge de la grande crise, c'est-à-dire que la population d'espèces conscientes, du coup, diminue drastiquement. En fait, concrètement, on parlait du grand filtre. On est en train de limite d'en vivre un à ce moment-là. C'est-à-dire que il y a une grosse partie des communautés conscientes qui ont accès du coup au voyage, qui n'ont pas accès au voyage supraluminique, et d'autres qui ont aussi accès au voyage supraluminique qui se font littéralement éradiquer. On parlait par exemple du réchauffement climatique qui a éradiqué 90% des espèces sur Terre. Là concrètement c'est presque la même chose, on n'est pas à 90% mais on a un bon 60% en gros. Arrive à un moment donné où du coup ils arrivent à repousser cette invasion, ils arrivent à trouver la faille on va dire pour éradiquer cette espèce invasive. Et donc vient le temps de la deuxième communauté galactique. Donc du coup là c'est une deuxième communauté qui naît avec des nouvelles espèces qui apparaissent, qui gagnent du coup leur statut d'espèces évoluées, puisqu'elles ont accès aux voyages stellaires, etc. etc. C'est un temps assez long hein, où du coup la galaxie se reconstruit, des planètes se font de nouveau coloniser, il y a des espèces... comment ça s'appelle, qui se font provoluer, c'est-à-dire des espèces qui
qui sont à l'âge de pierre et qui gagnent du coup le voyage supraluminique en se faisant abducter par d'autres civilisations, etc., etc. Et on arrive du coup à l'âge de l'Imperium Galactique. C'est-à-dire qu'il y a des guerres de factions au sein de la communauté galactique qui font qu'à la fin, il y a besoin de fermeté, et il y a besoin de plus de troupes, il y a besoin de pouvoir défendre efficacement la galaxie après s'être mangé la crise des grands dévoreurs, la grande crise des dévoreurs, pardon, et de s'être mangé des guerres internes au sein de la communauté galactique, qui est passé au bord de l'implosion. Il y a un moment donné où vraiment c'était vraiment la catastrophe. Donc ils ont décidé de reprendre d'une main de fer la galaxie et d'élire du coup un empereur galactique, contrôler vraiment une grosse partie d'Evraim, avec un nombre incalculable de sujets qui lui prêtaient serment, etc. Puis un jour, cet empire du coup s'est effondré sur lui-même parce que trop d'autorité, ça correspondait pas aux valeurs, on va dire, on va dire quand t'as une espèce qui prend le dessus sur toutes les autres, bah, c'est pas la même façon de voir les choses, c'est pas la même façon de penser, etc. Donc il y a un moment donné où cet impérium s'est du coup effondré sur lui-même. Et donc ça a fait l'âge de la 3e communauté galactique. Là on est reparti sur l'ONU V3, où du coup tout le monde peut mettre son veto comme il veut, tout le monde fait des lois de merde, enfin bref, c'est un peu le bordel. Et puis après ils se disent finalement c'était pas si mal quand il y avait un seul mec qui gérait tout, mais on veut pas lui donner les pleins pouvoirs non plus, faut pas déconner. Donc c'est la création de la République Galactique. Et donc on a l'âge de la République Galactique, où du coup là nous avons du coup un président qui est élu tous les X temps, qui permet de voter des lois. Il y a des ministres qui sont élus, il y a des représentants de plusieurs espèces, etc. qui sont élus. Et donc du coup ça permet de beaucoup mieux équilibrer les pouvoirs, et d'avoir un champ d'action beaucoup plus étendu qu'une simple communauté galactique telle que l'ONU, du coup, où vraiment t'es pas content, tu fous ton veto, t'es ok, bah non en fait on veut pas ça, ouais, bah en fait je m'en bats les couilles, sinon je t'envahis ta gueule, et puis voilà. Tu vois. Donc là en fait vraiment avec la République Galactique ça permet de dire mec qui fait mal son boulot on le vire, et le mec qui fout le bordel au sein de la République, bah en fait on lui impose la démocratie, quoi. Tout simplement. En fait c'est littéralement l'inverse de l'Imperium, mais concrètement c'est la même chose, concrètement. Disons que les pouvoirs sont un petit peu mieux équilibrés. Et donc on arrive au temps spirituel. Donc là c'est le 4e temps du coup. Ah, j'avais oublié de le dire, le temps des pouvoirs, mais on est au temps spirituel. Alors le temps spirituel il commence avec l'âge de la guerre des custodies. Alors concrètement, au sein de la République Galactique, nous avons du coup plusieurs empires galactiques qui se sont qui sont des factions, qui sont représentants de factions assez puissantes au sein de la République. Et c'est des défenseurs de la République, concrètement. Et arrive à un moment donné où toutes ces factions-là, en fait, finissent par se faire une guerre qui déclenche une énorme guerre civile au sein de la galaxie, pardon, où du coup, il y a des factions très puissantes qui s'affrontent les unes aux autres. Il y a des factions de militaires, concrètement, il y a des factions de spirituels, il y a des factions de comment ça s'appelle, de xénophobes qui veulent éradiquer tout le monde, par exemple, d'autres qui veulent, enfin bref, il y a vraiment des factions qui s'affrontent de partout. Et on a du coup les custodies qui se foutent sur la gueule assez vénère. Donc là on parle vraiment pas d'une petite guerre par-ci par-là, pas d'une guérilla non plus, c'est vraiment une guerre galactique où c'est partout en même temps, tout le monde qui se fout sur la gueule. Parce que du coup, un tel est allié avec un tel, mais il n'est pas allié avec un autre, etc. Donc c'est vraiment le gros bordel. Concrètement, c'est le méga bordel. Et il y a une custodie, du coup, qui arrive à tirer son épingle du lot et qui arrive, du coup, à dominer le reste, en fait, concrètement. Et cette faction, du coup, cette custodie, en fait, c'est une custodie spirituelle, donc qui croit du coup en un espèce de dieu galactique, du dieu de l'univers plutôt, on va dire, qui a créé toute chose, qui a fait... Voilà, en fait, concrètement, c'est un genre de... c'est une religion monothéiste 2.0 où du coup le voyage galactique, les autres espèces, etc. c'est accepté. Concrètement, c'est ça.
Concrètement, c'est ça. C'est genre les chrétiens de l'espace, si vous préférez. C'est le culte impérial de l'empereur, si vous voulez. Enfin bref. Il y a un dieu qui a créé toute chose et du coup, voilà, il est là. Concrètement, il est là. Et puis arrive. Donc là, c'est la croisade. Donc là, on n'est plus sur un délire d'inquisition. Hein. C'est la croisade contre toutes les autres factions. Et c'est la croisade aussi contre tous les autres empires qui ne sont pas dans la République Galactique. C'est la croisade contre tous les gens qui n'ont pas soutenu la custodie du coup spirituelle. Et c'est l'inquisition pour toutes les espèces qui ne croient pas du coup en ce dieu qui a créé toute chose, concrètement. Arrive un événement du coup, c'est l'âge de la crise psionique. Il arrive à un moment donné où en fait il y a des failles qui s'ouvrent dans l'univers. Et il y en a plusieurs qui s'ouvrent du coup dans Devraim. En fait, cette fameuse crise psionique, elle ouvre des sortes de portails en fait sur un plan parallèle. Concrètement, en fait, dans mon univers, en fait, il y a un plan parallèle au nôtre qui s'appelle du coup merde. Ah putain, j'ai oublié le nom. Bon, il y a un plan psionique en gros. Concrètement, c'est le warp, concrètement. Ouais, ça ressemble à peu près à ça dans l'idée, sauf que vous avez des planètes, vous avez comment dire, il y a des planètes, il y a des systèmes solaires, etc. C'est pas juste un plan chaotique, c'est vraiment genre comme si on avait un univers parallèle, sauf que les lois de cet univers-là sont différentes des lois de l'univers où Devraim est et de l'univers où nous on est physiquement présent. C'est différent des lois de l'univers qu'on connaît nous concrètement. En fait, pourquoi cette crise psionique, c'est qu'en fait, de ces failles-là qui s'ouvrent du coup dans Devraim, il y a des comment ça s'appelle, des empires galactiques qui arrivent à traverser ces failles et qui arrivent dans Devraim. Sauf que le problème, c'est que les entités psioniques du coup qui sortent de ces portails, qui sont du coup voilà, il pourrait y avoir des humains psioniques, on pourrait dire. Ce serait concrètement des humains, mais qui n'ont pas vécu sous les mêmes lois de l'univers. Donc ils ont des façons de penser différentes, ils ont des façons de voir les choses différentes. La Terre, c'est pas tout à fait la Terre. Enfin bref, plein de choses comme ça. Enfin, dans l'idée. Du coup, il y a des entités psioniques qui sortent de ces fameux portails. Et là, en fait, ça fout un sacré bordel parce que du coup, en fait, concrètement, ça remet en question l'idée même en fait de religion dans la tête comment dire, des entités conscientes. Mais à l'intérieur de Devraim, c'est-à-dire que là on est en train d'avoir une énorme croisade où t'as une custodie qui est en train de faire l'inquisition partout en disant ouais mais vous croyez pas au Dieu unique, etc., etc., il a fait ça, il a fait ci, machin et tout. Et là en fait avec l'ouverture du coup des failles psioniques, littéralement là, il y a des nouvelles entités qui arrivent mais qui elles croient en un autre dieu. Et elles croient en un autre dieu, puisque les lois de l'univers sont pas les mêmes du coup. Qui croient en un autre dieu, et ce dieu-là, du coup, accepte le fait qu'il y ait plusieurs plans qui existent, qu'il y ait plusieurs, du coup, visiblement, univers qui existent, ce qui n'est pas le cas, du coup, de la custodie qui est actuellement en croisade. Et donc, cette grande crise psionique, elle fout le bordel, en fait, parce que, du coup, plus personne comprend rien. Il y a des failles qui s'ouvrent de partout. L'inquisition de la custodie... en fait, il tombe sur des gens des nouvelles espèces qui croient en un dieu et finalement, en fait, c'est pas leur, mais c'est compliqué. Du coup, c'est une prise de conscience. Du coup, c'est un temps assez court, hein, finalement, mais qui est un temps de prise de conscience que, en fait, putain, il y a d'autres univers qui existent, il y a d'autres plans d'univers qui existent. En tout cas, au moins un autre qui existe, visiblement. Et suite à ce temps relativement court, on va dire. Au vu des échelles temporelles là qu'on utilise. Il y a du coup la deuxième croisade. Alors la deuxième croisade c'est quoi? En fait c'est les entités psioniques qui se rendent compte que là en fait là il y a des hérétiques qui croient en un dieu mais c'est pas le leur. Et du coup maintenant des failles psioniques, les entités psioniques qui sont sorties se mettent à faire
une inquisition et à faire une croisade contre les autres espèces qui du coup ne croient pas en leur dieu et certaines ne croient même en rien, donc c'est inadmissible, n'est-ce pas? Donc là on tombe sur une autre croisade, donc c'est le temps de c'est l'âge de la deuxième croisade du coup, où là c'est la reverse card pour la custodie de la République, hein, concrètement. Et donc énorme bordel, très très gros bordel. Et donc c'est vraiment une croisade qui dure très longtemps, où c'est tout le monde qui se fout sur la gueule. Là c'est vraiment la guerre totale partout, parce que là plus personne comprend plus rien. Là concrètement en fait, tu vas te prendre... En fait si jamais concrètement tu ne crois en rien, t'as trois solutions qui s'offrent à toi. Soit t'as de la chance, t'es né dans un bon empire galactique et c'est bon, on arrive à te défendre. Soit t'as pas de chance, et dans ce cas-là, en fait, soit tu vas te manger une croisade d'un côté pour te dire notre dieu c'est le dieu de Devraim et personne d'autre. Soit tu vas te manger une croisade qui va te dire en fait il y a qu'un seul dieu et c'est un dieu psionique. Voilà, donc dans tous les cas en fait t'es dans la merde. T'es dans la merde. T'es dans la merde. Et arrive à un moment donné où du coup c'est tellement la guerre totale que y a un arsenal qui commence à être développé pour répondre à cette guerre en fait. Un arsenal qui va être créé du coup par la custodie de la République. Et cet arsenal en fait c'est des dévoreurs de monde concrètement. C'est des vaisseaux mères en fait qui sont capables de détruire des systèmes solaires entiers. C'est-à-dire qu'en fait ils viennent aspirer le plasma concrètement d'une étoile en fait, et ils vont provoquer une supernova en fait directement sur le système solaire. Donc c'est quasiment que des vaisseaux suicides, hein. C'est des énormes vaisseaux mais qui sont pas faits pour être réutilisés, hein, puisque à partir du moment où ils arrivent à faire péter du coup l'étoile en fait et que ça se transforme en supernova avec les pulsars qui sont éjectés etc. Enfin bref, c'est un amas de matière de toute façon qui est éjecté partout dans les alentours galactiques en fait, que de faire ça en fait ça réduit à néant non seulement le comment ça s'appelle le système solaire, mais ça peut réduire aussi à néant les systèmes solaires alentours. Et en plus de ça, si à la fin la supernova se transforme en trou noir, ça peut même éradiquer une grosse région galactique concrètement. Et donc, c'est le début de l'âge de la fin des temps, où là en fait c'est l'utilisation massive de ces destructeurs de monde par la custodie, et qui éradique une très très grosse partie du coup des empires psioniques. Sauf qu'on arrive à un moment donné où en fait il y a tellement d'étoiles qui commencent à être éradiquées, que là ça commence à être vraiment la merde. Ça commence à être vraiment la merde. Et il y a du coup, à titre d'exemple, une zone qui va être entièrement ravagée, qui va être un cimetière d'étoiles concrètement, une zone où du coup l'empire, les entités psioniques étaient très répandues. C'était vraiment le quartier général, l'endroit où il y avait les plus grosses failles. C'était une zone où il y avait le plus de failles en fait, du coup c'était là-dedans que sortait le plus de monde, etc., etc. Et cette zone-là en fait ça a donné du coup le nuage stellaire qui se trouve ici. En fait c'est de la poussière d'étoiles concrètement. C'est un amas de poussière d'étoiles. Comme vous pouvez le voir, c'est dans une zone à haute densité d'étoiles en plus. C'est un amas de poussière d'étoiles en fait qui a été créé artificiellement en fait. C'est par la destruction totale d'une énorme région en fait d'étoiles en fait, puisque va y avoir un moment donné où en fait il faut éradiquer totalement les entités psioniques pour la custodie galactique, la custodie de la République, pardon. Donc en fait il faut, coûte que coûte, il faut tout faire péter. On s'en fout, on envoie balle de destructeur de monde, il faut tout faire péter. Et donc ça finit par faire ce fameux trou là qu'on voit dans la galaxie, qui est du coup un nuage stellaire complètement artificiel, qui est à l'intérieur, vous avez vraiment une densité de trous noirs énorme, et vous avez du coup des résidus en fait concrètement de supernova qui ont explosé de partout concrètement. Voilà.
Donc c'est pour ça cette espèce de tâche en fait dans cette galaxie. Il arrive du coup à un moment donné, pour éviter la destruction, exactement, tout s'explique, pour éviter la destruction totale de la galaxie en fait, il arrive à un moment donné où il va y avoir des espèces qui vont réapparaître. C'est-à-dire des espèces qui n'existaient plus, qui ont disparu en fait. On a retrouvé des traces de ces espèces-là. C'est vraisemblablement des espèces qui ont connu les humains, mais ce ne sont pas les humains qui reviennent. Il y a un moment donné où il y a un nombre incommensurable de vaisseaux qui apparaissent en fait, qui sortent, on sait pas d'où, plus ou moins de nulle part en fait concrètement. Des espèces qui étaient considérées comme éteintes depuis très 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 longtemps. Des espèces qui ont du coup plus ou moins côtoyé les humains, mais on n'est même pas sûr en fait au niveau de la temporalité, avec une technologie très très avancée. En fait, les précurseurs qui vont arriver, donc la résurgence des précurseurs, les précurseurs qui vont arriver en fait, ils vont se mettre à éradiquer toute forme de vie consciente ayant le statut de comment ça s'appelle comment ça s'appelle je perds mes mots. Tous ceux qui ont accès en fait au voyage supraluminique. Donc ils vont complètement éradiquer la custodie de la République. Ils vont éradiquer tout ce qui était en rapport avec justement les destructeurs de monde. Ils vont éradiquer du coup l'entièreté de la République galactique parce que du coup il y avait comment ça s'appelle il y avait en fait ils ont laissé faire hein, concrètement. Ils vont aussi éradiquer les entités psioniques. Ils vont fermer la très grosse majorité des failles et ils vont redisparaître. Et donc on va se retrouver à un moment où on est au deuxième âge sombre, où il se passe plus rien dans la galaxie. Il reste très peu de failles du plan psionique. Il n'y a plus de voyages stellaires. Il y a des civilisations qui commencent à pouvoir justement refaire du... voilà, il y a des civilisations en fait qui n'ont pas été entièrement éradiquées, mais qui ont perdu les connaissances du voyage supraluminique, concrètement. Il y a plein de choses qui ont évolué soit en ce sens-là, soit juste des civilisations qui n'avaient pas encore évolué et qui là maintenant peuvent évoluer, enfin bref. Du coup on vit un deuxième âge sombre où il n'y a plus du tout de voyage stellaire concrètement, il n'y a plus d'empire galactique. Et puis arrive un moment donné où du coup, ça y est, de nouveau, il y a des nouveaux empires qui arrivent, qui peuvent partir dans l'espace. Il y a des empires qui ont connu en fait le temps des croisades, etc. et qui repartent enfin dans l'espace parce que soit technologie oubliée ou parce que en fait ils se sont cachés tout simplement avec tout le bordel qu'il y a eu, parce qu'il y a quand même eu une première croisade, il y a eu la guerre des custodies, plus une croisade, plus la crise psionique, plus une deuxième croisade, plus la fin des temps, plus la résurgence des précurseurs. Donc comment vous expliquer que ça a dû être un sacré bordel galactique, n'est-ce pas? Donc ouais, il y a quand même des civilisations qui ont préféré dire non mais finalement le voyage stellaire, non mais ça ira, hein, on était bien chez nous. Hein. Et on arrive du coup au temps moderne, où nous avons l'âge de la 4e communauté galactique. Et donc en fait c'est le présent actuel. C'est le présent des deux héros qu'on va suivre concrètement. Ils vont arriver à ce moment précis. Donc il s'est déjà passé tout ça juste avant. Passé beaucoup de choses. Donc il va y avoir des civilisations qui sont remontées assez loin, qui ont connu les temps spirituels, qui ont connu les temps des pouvoirs par exemple. Au temps des précurseurs c'est sûr que non. Mais voilà, il va y avoir des galaxies très anciennes qui ont connu beaucoup de choses. Il va y avoir des empires... c'est moi où j'ai dit galaxie? Des empires, pardon. Des empires qui ont connu beaucoup de choses. Enfin, voilà, on va... Dans le présent du coup de nos héros, il va y avoir au sein du coup de la 4e communauté galactique, il va y avoir qui va avoir du coup sa propre géopolitique, avec des empires plus ou moins vieux, qui va avoir du coup
tout ce que l'ONU concrètement a maintenant, c'est-à-dire des histoires de coups d'État, des histoires de comment ça s'appelle, de sanctions, de machin, etc., etc. Et je vais essayer de faire un travail là-dessus pour essayer de faire un truc le plus réaliste possible, dans le sens où donner vraiment un maximum de vie à ce truc-là, c'est-à-dire qu'on sente que y a un univers avec de la vie, avec un truc qui se passe, et en parallèle, voici l'histoire que je raconte. Pas l'histoire principale, elle est là, et pour suivre le récit, dans le background, dans le lore, voilà ce qui se passe pendant ce temps-là, etc. Non, non, non. C'est vraiment, il se passe des trucs de fou, et en parallèle, je vous raconte une histoire. Parce qu'à la base, du coup, l'Omnicodex, c'est pensé comme... c'est pas pensé à la base pour être une histoire, en fait. Je vais quand même en faire une, parce que j'ai envie d'en faire une. Et c'est pas pensé pour être une histoire. C'est pensé pour être un sort de bestiaire, en fait, dans l'idée. C'est-à-dire qu'en fait, à la base, je voulais écrire plusieurs livres, avec chaque livre ayant sa civilisation principale, on va dire, qui raconte l'histoire de cette civilisation, quand est-ce qu'elle s'est éteinte, quand est-ce qu'elle a... Voilà. En fait, le but principal à la base, c'était d'en faire un jeu de rôle. Alors, peut-être que je le ferai, je sais pas, on verra. Pour l'instant, idéalement, je fais mon livre, là, ce serait pas mal. Et du coup, voilà, j'ai toute ma temporalité, donc ça ouvre quand même un champ du possible vraiment gigantesque, en termes de scénario de jeu de rôle, déjà. Puisqu'on pourrait jouer à n'importe quel moment, hein, concrètement. Ça permet aussi de faire un nombre incalculable de civilisations, donc en fait vous pouvez littéralement créer votre personnage, mais même créer son espèce, créer tout son lore de A à Z, tout son background de A à Z, parce que en fait ça donne une possibilité quasi infinie, hein, concrètement. Voilà, voilà, que dire de plus? Si, je peux vous faire un petit coup de la préface. Du coup, qu'est-ce que c'est l'Omnicodex? L'Omnicodex, le nom Omnicodex concrètement, c'est une machine légendaire. On ne sait pas si elle existe vraiment. Mais l'Omnicodex, du coup, c'est une machine qui a été créée par les humains. C'est un genre d'ordinateur avec une intelligence artificielle, en fait, qui est en capacité, en fait, de scanner les mondes, de scanner les vaisseaux, de scanner les êtres vivants, etc., etc., et qui, en fait, emmagasine toute la connaissance à l'intérieur. En fait, concrètement, c'est un genre d'ordinateur. C'est un genre de Wikipédia, concrètement, mais qui s'auto-alimente tout seul en fouillant par lui-même, concrètement. C'est un Wikipédia sans qu'il y ait quelqu'un qui vienne rajouter ses propres trucs dessus. C'est-à-dire que c'est lui-même qui va scanner un vaisseau, par exemple. Il va scanner un vaisseau, il va en déduire, bon, bah voilà, c'est tel type de civilisation, c'est tel machin, c'est tel bidule. Le voyage supraluminique, il le fait comme ça, avec telle technologie, avec tel machin, avec tel bidule, tel machin. À l'intérieur, c'est telle espèce qui conduit le vaisseau, c'est une espèce de type, je sais pas, machin, qui vit forcément sur une planète de ce type-là, etc., etc., qui fait ses calculs. Bon, bah, une planète de ce type-là, ça pourrait être celle-là, celle-là, celle-là. Bon, bah, du coup, visiblement, vu la trajectoire, bah, ça vient de cette planète-là, donc c'est-à-dire qu'ils sont originaires de cette planète-là, et machin, etc., etc. C'est vraiment une IA qui s'auto-alimente toute seule. Et en fait, pourquoi c'est une machine légendaire? Parce qu'en fait, elle existerait du coup, parce que c'est une légende. Spoiler, c'est pas une légende, mais elle existe vraiment. Sauf que pour du coup le monde contemporain, en fait, c'en est une, exactement. Pour le monde contemporain, c'en est une, c'est une légende. Mais du coup, en fait, celui qui arriverait à mettre la main sur l'Omnicodex serait non seulement en capacité, du coup, de traverser une faille psionique, parce que du coup, l'Omnicodex a sûrement et très probablement, très certainement, bah, du coup, scanné des entités psioniques, donc appris à passer de l'autre côté du portail, concrètement, de l'autre côté des failles. Donc non seulement pourrait passer sur le plan psionique, mais en plus serait en capacité de recréer des dévoreurs de monde. Parce que du coup, les connaissances pour la création des dévoreurs de monde n'existent plus de manière contemporaine. Puisque du coup, l'Empire qui a créé ces dévoreurs de monde là a été complètement éradiqué. Donc c'est-à-dire c'est une connaissance qui a été perdue. Donc en fait, ça intéresse
un peu tous les gros dictateurs, on va dire. Et ça intéresse beaucoup de monde de mettre la main sur cet Omnicodex parce qu'en fait, la personne qui arriverait à, ou l'empire qui arriverait à mettre la main sur cet Omnicodex là pourrait devenir immensément riche, avoir des armes de fou malade, comprendre les lois de l'univers, comprendre les lois de l'univers de l'univers psionique, comprendre comment s'est formée la galaxie, comment ont disparu les humains, comment. En fait, tu serais en capacité de tout comprendre littéralement. Tu pourrais savoir littéralement tout ce que tu veux, comme tu veux. Tu seras en capacité d'avoir un avantage du coup énorme sur n'importe quelle autre personne. Voilà, en fait, c'est vraiment une machine légendaire. Et du coup, en fait, en gros, cette machine légendaire, c'est mon narrateur concrètement. C'est mon narrateur de chacun des livres du coup que je veux écrire sur différents empires, différentes espèces, etc. etc. C'est le narrateur du coup des temps galactiques, etc. que je vous explique. Donc c'est expliqué dans la préface ce que c'est. Du coup ça devient mon narrateur. Ça devient mon narrateur. C'est la machine qui parle, qui explique ce qu'elle a vu, ce qu'elle a calculé, ce qu'elle a connu, ce qu'elle fait en fait concrètement là dans Devraim en fait concrètement. Ça va être le narrateur du coup des civilisations, enfin des livres sur les civilisations que j'écrirai du coup, qui seront du coup des petits bestiaires en fait pour alimenter le futur jeu de rôle concrètement, ou pour alimenter du lore pour vos créations perso si vous faites du jeu de rôle ou si vous avez envie de créer un univers, bah, voilà, vous avez de la matière à travailler dessus quoi en gros. Et voilà concrètement. Et donc, là vous avez ma temporalité, vous avez ma chronologie, la chronologie de l'Omnicodex, la temporalité des mondes de Devraim, donc en V1 parce que j'ai à peine commencé là, j'ai à peine commencé. Non mais c'est juste que voilà, là pour l'instant sa première version, je la fais dans ce sens là et j'aime bien. Ça va pas bouger, ma table des matières, que j'ai bien bossé dessus, je sais exactement ce que je veux faire. Après c'est surtout le texte en fait qui va beaucoup bouger parce que il y a plein de trucs où je suis pas satisfait. Typiquement la description de ma galaxie, etc. ça me satisfait pas. C'est pas assez réaliste, c'est pas assez. Ça s'inscrit pas comme je veux en fait. Voilà. Mais ça va venir, ça va venir. Pour l'instant je le laisse de côté, pourquoi ? Parce que ça je pense que ça sortira dans un second temps. Et dans un premier temps, je vais commencer à bosser du coup sur une histoire principale où on va suivre deux héros qui sont donc, je sais pas si vous êtes familier du coup de la théorie des cosmonautes disparus, des cosmonautes fantômes. Ça te parle toi Belfé ou pas? La théorie des anciens astronautes. Alors non, pas les anciens astronautes. La théorie des cosmonautes fantômes. Non, comme ça me dit rien. Alors concrètement, la théorie des cosmonautes fantômes, c'est une théorie qui voudrait que pendant la conquête spatiale, donc pendant la guerre spatiale entre l'URSS et les Américains, les Russes auraient caché énormément de missions spatiales, de cosmonautes, etc., etc. Et il y aurait eu un certain nombre du coup de cosmonautes envoyés dans l'espace qui seraient soit perdus, soit morts, soit on n'en aurait plus entendu parler parce que leur mission aurait été un échec. Et donc on parle de cosmonautes fantômes parce qu'en fait ils apparaîtraient sur aucun document, tout aurait été classé secret défense, etc. Genre le document disparu, les proches envoyés au goulag, etc. pour étouffer l'histoire de l'échec. En fait du coup, en comparatif entre Américains et URSS, c'est que Américains en fait, t'avais les dates de quand ils allaient faire les lancements, etc. Tout le monde voyait la fusée décoller, etc. Et si ça marchait, tant mieux. Si ça marchait pas, on le savait aussi, quoi. Chez les Russes, c'était l'inverse. Il y avait aucune date, il y avait rien du tout. Mais une semaine plus tard, on apprenait que ça y est, Yuri Gagarin, il a fait le tour de l'espace, quoi. Concrètement. Et donc, il y a une théorie qui voudrait que ils auraient passé sous silence un nombre incalculable de cosmonautes qui seraient morts dans l'espace ou qui auraient disparu dans l'espace ou ce genre de choses pour voilà. Alors c'est pas impossible, mais c'est pas tout à fait vrai parce que en fait la théorie sur laquelle les faits réels sur lesquels se base cette théorie en fait,
bah en fait c'est quasiment full bullshit. C'est-à-dire que la personne sur laquelle, une des personnes, pardon, en fait c'est concrètement cette théorie, elle repose sur deux Italiens qui auraient capté des messages russes avec une station radio amateur, etc. Tu sais, qui auraient réussi à capter des messages russes comment ça s'appelle, de missions visiblement spatiales qui ne sont recensées nulle part. Et il s'avère qu'en fait ces deux mecs, ça a été comment ça s'appelle, ils ont été débunkés en long, en large, en travers par un nombre incalculable de scientifiques, et notamment par la NASA elle-même, par plein de monde. Enfin bref. Ouais, mais ça fait de bonnes théories. Voilà, du coup ça fait une théorie. Moi j'adore cette théorie, je l'aime trop, hein, franchement. Et du coup, donc nos deux héros principaux s'ancrent là-dedans. C'est-à-dire que ils font partie des cosmonautes fantômes. Ils font partie du coup des gens qui ont été envoyés dans l'espace. Et comme la mission s'est mal passée, bah, on les a supprimés de l'histoire. Et donc le début du coup de ce livre, c'est les deux cosmonautes qui partent en mission en fait. À bord d'une fusée russe du coup. Et qui se retrouvent pris dans quelque chose d'inattendu et d'étrange. Qui font que, bah en fait, à la fin, ils se retrouvent dans une nouvelle galaxie. Concrètement. Et donc, cette nouvelle galaxie, c'est Devrae. Et donc, ils arrivent, par rapport à la chronologie, ils arrivent concrètement en plein milieu de l'âge de la quatrième, de la quatrième communauté galactique. Donc, c'est-à-dire que à l'instant T, à l'instant T où ils arrivent, c'est déjà passé tout ça avant. C'est-à-dire que là, concrètement, l'Omnicodex, tout ce qu'il va raconter, il va raconter tout ce qui s'est passé avant l'apparition du coup de ces deux cosmonautes russes dans Devraim, concrètement. Alors je sais pas encore concrètement ce que je vais écrire, etc., etc. J'ai plein d'idées, je sais pas encore ce qui va se passer concrètement, mais tout ce que je peux dire, il faut pas oublier que les humains, c'est une légende. On sait qu'ils ont potentiellement existé, là de manière contemporaine hein, bien sûr, on sait qu'ils ont potentiellement existé. On a retrouvé des traces très très anciennes de ce qui pourrait être des constructions ou des anciens vaisseaux humains, mais on n'est même pas sûr que ce soit vraiment ça. Mais on n'a jamais retrouvé la Terre par exemple. Genre c'est une légende la Terre, tu vois. On sait plus ou moins à quoi ils auraient pu ressembler, mais en fait, en gros, de manière contemporaine, on n'a aucune idée de si ça a vraiment existé ou pas. Tu vois, c'est comme si là, on parlait de l'Atlantide par rapport à nous. Par contre, si je peux juste donner un conseil, tout ce que l'Omnicodex va devoir raconter avant l'histoire principale, Ouais. fais-le dans un codex à part. Ah oui, c'est prévu, c'est prévu. Ok, parce que Ouais, j'allais c'est dire, deux si tu choses vas taper différentes. Oui. tout ça avant le début de l'histoire, Non, tu vas c'est à part, perdre c'est à part. beaucoup de gens. Oui, c'est à part, c'est à part. En fait, en gros, je vais faire mon histoire principale. Et en parallèle, du coup, il y aura, voilà, il y aura le lore de l'Omnicodex avec du coup bah, plusieurs livres qui sortiront, qui eux du coup seront vraiment axés pour pouvoir faire du jeu de rôle avec un lore assez étendu, quoi, tu vois. Ouais. Parce qu'à la base, c'est ce que je voulais faire. Hein. C'était juste créer un univers pour que je puisse faire du jeu de rôle dessus. Voilà. Du coup, ouais, donc les humains, c'est une légende. Sauf que là, il y a deux humains qui se ramènent, qui apparaissent. Ils sont là. Dans un vaisseau que personne connaît, qui n'est même pas capable de faire d'un voyage stellaire, mais ils sont là. Il y a deux humains qui sont là, concrètement. Voilà la petite histoire. Et puis nos deux humains, ils se retrouvent dans un endroit avec plein d'extraterrestres. C'est pas mal aussi, hein. Les top mon gars, tu les vends à un cirque, ça ramène v'là les peuples de la galaxie. Ah ouais, c'est clair. Donc voilà, donc là, on se retrouve dans un truc comme ça. Voilà, voilà. Dans l'idée. On arrive après un sacré bordel. Ouais, ça va être... J'ai déjà les noms là de nos deux petits cosmonautes, pardon. Et est-ce qu'on a le droit de les entendre? Oh, alors il y en a un que j'ai pas encore... Alors c'est des Russes, hein. Alors il y en a un il est russe, l'autre il est allemand, parce que du coup fallait que je change un peu. Sinon deux Russes c'est chiant. Enfin moi je trouve. Ouais. Alors attends, on a Vadim Mirailovitch Volov
Ça, c'est notre héros. Vadim! C'est notre héros, ça, du coup. Le fameux héros de l'histoire principale qui s'appelle Vadim Mikhailovich Volov. Et après, on a Franz Hohenzollern. Et du coup, on va dire le sidekick. Le mec qui accompagne le personnage principal. Qui a son importance, hein, bien sûr. Parce que du coup, bah, c'est le deuxième humain. Le deuxième humain dans Devraim, quoi, du coup. Donc il a son importance quand même. Et donc on a ces deux personnages qui vont se retrouver dans un univers, enfin, dans une galaxie qui n'est pas la nôtre, avec tout un lore autour de ça. Mais dans laquelle les humains ont déjà existé, exactement. Ce qui va poser des questions sur, bah, du coup, sur la temporalité de notre point de vue d'humain de maintenant, dans notre univers à nous, tu vois. Là je parle pas de fiction, hein. Et du coup, qui eux, dans leur tête, ils vont se poser des questions de temporalité de fou furieux. Parce que là, du coup, si les humains ont déjà existé, mais qui ont déjà colonisé plein de trucs, mais qui du coup, là, pour eux, ils sont dans les premiers vaisseaux, enfin, dans les premières fusées russes qui étaient envoyées dans l'espace, tu vois, genre, là, il y a un écart de fou malade, là, tu vois. Déjà, ils ont survécu au lancement, c'est pas mal. C'est ça. Donc, tu vois, c'est ce que je disais, en fait, au moment où ils vont arriver, eux, en fait, ni toi, ni vous, enfin, ni les lecteurs, du coup, vont savoir si ça se passe dans le futur, ou dans le présent, ou dans le passé, en fait, concrètement. Est-ce qu'il y Et comme a les humains étaient déjà là, techniquement. De quoi? Est-ce que tu as trouvé un moyen de faire en sorte que les gars ils arrivent à communiquer avec cette nouvelle galaxie? Parce que Ouais, ouais. l'histoire, on comprend pas ce que les gens d'en face ils disent, ça va être chaud. Oui, oui, je vais faire un truc assez simple, je pense. Tu sais, on est dans un monde où il y a énormément d'espèces, en fait, intelligentes. Donc, et il y a une communauté galactique qui existe. Donc, il y a forcément un outil qui permet de parler, de comprendre et de se faire comprendre, tu vois. L'humain, c'est une langue morte. Ouais, bah l'humain, du coup. Alors, en fait, je sais pas encore comment je vais boutiquer le machin. Ouais. Mais je pense qu'il va y avoir genre des espèces de trucs de traducteurs ou je sais pas. Ah, ça peut être un bon truc là. Ça peut être un bon truc aussi que tu sais, genre en fait, finalement, ils parlent tous humains, tu vois. Ah, alors oui, soit tout le monde parle la même langue, mais c'est pas très loristiquement facile Non, non, à loristiquement, c'est justifier. pas. Mais non, Non. mais tu sais, genre tu fais une technologie d'oreillette, tu sais, genre qui transmet le son et qui Ouais, te c'est traduit ce. automatiquement. Je pensais faire un truc comme ça, ouais. C'est un Ouais, outil ou qui tu sais, fait que genre tout une le monde se comprend, oreillette, tu vois. un pin à mettre sur le front, tu sais, genre tu te démerdes après, mais genre Ouais, dans c'est ça. l'idée, un petit mécanisme qui te traduit et tu te fais pas chier, hein. C'est ça, concrètement. En vrai, te compliquer la vie juste pour ça. Mais bon. Ouais, ouais, c'est ça. Mais j'ai envie que c'est quand même une certaine Est-ce logique. est-ce que tu as vu le film H2G2? Pas du tout. Alors, je te le conseille très fortement. Ouais. D'en plus d'être drôle, c'est un peu SF. Franchement, je pense qu'il pourrait te plaire. Il est un peu perché, mais t'en fais pas. Franchement, regarde-le, ça va te plaire. Ok, ok, ça marche. Et Ça marche. en fait, ils ont un truc, c'est genre le guide du voyageur intergalactique, et ça me fait penser un peu à ton Omnicodex. Ah oui, oui, ok, je vois ce que c'est. Ouais. Ok, ok. Ouais, je vois très bien. Très bon film, moi je te le recommande. Et c'est, oui, je vois très bien ce que c'est. Alors, je l'ai pas vu, mais j'en ai déjà entendu parler plusieurs fois. C'est de ce film-là où vient la réponse 42 pour la réponse à l'univers. Oui, oui, oui. Ouais, c'est bon, ça. Bon, bah voilà, on a fait le tour, je pense. C'est bien fait. Voilà, c'était bien sympathique, ça me fait plaisir de parler un peu de ça. Maintenant, il faut que je me mette à écrire, il faut que je me mette à faire mes trucs. Faut que je fasse mes recherches. Putain, mec, je passe énormément de temps à faire des recherches plus qu'à écrire, c'est terrible. Dis-toi que là, concrètement, pour faire les noms de mes persos principaux, mec, j'ai été chercher sur des trucs de linguistique pour qu'il y ait du sens dans les noms que je crée, tu vois. Enfin, dans les noms que je leur donne. Genre, bah, du coup, Franz Hohenzollern, par exemple. J'ai été regarder ce que ça voulait dire concrètement Owen. Ça veut dire eau. Alors au début, je voulais l'appeler Hohenstein. Qui veut dire concrètement la haute pierre ou la pierre du haut ou un truc comme ça, tu vois. Je voulais faire un espèce de rapport comme ça, tu sais, à l'espace, dans l'idée. Et finalement, Hohenzollern, parce que bah, c'est le prénom des. Enfin, le prénom. C'est le nom d'une famille impériale
Du Saint-Empire romain germanique en fait, qui a régné pendant un petit moment. Qui a régné sur la Prusse aussi pendant un petit moment. Enfin bref, du coup, je lui ai donné ce nom-là. Pareil pour du coup Vadim Mihailovitch Volov. Du coup, ouais, pourquoi Mihailovitch? Parce que du coup, c'est le nom de son père. Et du coup, tu rajoutes le suffixe ich. Vadim, bah, du coup, c'est un vrai prénom qui existe. Franz, c'est pareil. Volov, c'est un truc qui existe aussi. Enfin bref, tu vois, je me suis un peu pété le crâne. Et ça finit en OV, en OV, du coup, qui est un préfixe, un suffixe, pardon, qui est assez commun dans les pays slaves, surtout en Russie, tu vois. Genre, je me suis fait chier, hein, vraiment. J'ai mis 45 minutes juste à trouver deux noms, mec. Hein. Ah non, mais t'inquiète, je te comprends tout à fait. Moi, quand je cherche, tu sais, genre comment c'était construit les châteaux, les sociétés au Moyen-Âge et tout. Ouais, pour amener une plein de certaine plans. logique et une certaine crédibilité à ce que t'écris, Oui, tu ça, de vois. la cohérence. Voilà, c'est surtout la cohérence et le réalisme. Tout au niveau réalisme. En vrai, le réalisme, c'est pas tant ce qui importe dans une histoire, parce que franchement, si tu freines ton histoire juste parce que c'est réaliste, c'est dommage. Alors ouais, Mais c'est bon, ça, faut pas c'est trop sûr en que mettre, si mais bon. c'est correct, c'est sûr que c'est plus plaisant. Ouais, c'est ça, ouais. Exactement. Exactement, exactement. Non, mais on est sur la même longueur d'onde sur nos créations d'histoire, donc je comprends bien. Oh putain, bail sa mère. On voit ça. Ouais, exactement. Voilà, le réveil il va piquer là demain, putain. Bon. Eh ben, en tout cas, merci d'avoir assisté à ça. Et ben, merci C'est toi une de soirée m'avoir laissé assister à ça. fort sympathique. Bah ouais, avec plaisir. Et du coup, ouais, en parlant de lore, allez sur les chroniques de Belphégor, les amis. Sur Instagram, vous avez le serveur Discord aussi. C'est très gentil. Moi, j'ai rien là-dessus, hein, sur ce projet-là. Je le garde en sourdine jusqu'à ce que je ponde quelque chose de buvable, on va dire. Donc, il va rien se passer pendant plusieurs mois, ça c'est sûr. Oui, non. Peut-être que j'en reparlerai un de ces quatre sur un live si j'ai vraiment suffisamment bien avancé. Mais en vrai, là, juste expliquer déjà le principe de l'univers, c'est déjà pas mal, je pense. J'en reparlerai quand j'aurai vraiment un truc concret à se mettre sous la dent. Dire pas avant un moment. Hein. Oh, t'inquiète, tu peux déjà apporter des petites mises à jour. Ah, je suis trop chiant niveau écriture, mec, je te jure. Ah non, mais t'inquiète, hein. Je reformule je suis loin 45 d'être fois mes critiquant phrases. sur ça, hein. C'est un truc de fou. Vraiment, je reformule 45 fois mes phrases. Que ça me satisfait jamais ce que j'écris, je te jure. Genre là, Ouais, là, ben... concrètement, Ouais, vas-y, finis j'ai ta pardon, phrase. ouais, j'ai 7 pages d'écriture. Sur les 7 pages, il y a plus de la moitié que je vais réécrire. Ou que je vais modifier, ou je vais rajouter plein de trucs, tu vois. Parce que genre, ça me convient pas du tout. Ouais, ben, genre, je le comprends tout à fait, parce que j'ai le même problème. En gros, je veux toujours que la phrase soit parfaite avant de continuer. Sauf qu'en fait, ça nous fait avancer à 2 à l'heure. Du coup, Ouais, là, ouais. je me suis dit, non, c'est mort, j'arrête de faire ça. Je fais un premier jet assez genre construit, Ouais, normalement, c'est ce qu'il faut et faire. je continue jusqu'à la fin. Et c'est quand j'aurai fini mon épisode 1 que là, je reviendrai sur l'écriture. Ouais, c'est ça, exactement. Donc Bon, il faut normalement. que je le fasse comme ça. Mais bon, voilà, maintenant, il faut que je l'applique. Et que je fasse pas mon pointilleux et mon perfectionniste. Exactement. Bon, Bon, allez, mec. allez, une Eh ben, bonne écoute, soirée à bonne toi. fin de soirée. Bah, moi, je vais aller me coucher là, de toute façon. Ah, bah alors une bonne nuit. Concrètement. Oui. Oui, exactement. Allez, bah, mec, bonne fin de soirée. Ça me fait plaisir, en tout cas, c'était trop cool. Ouais, de ouf, on refera ça. J'ai pas l'habitude de parler autant, par contre, j'ai trop mal à la gorge. Terrible. Allez, une petite cuillère de miel et ça va aller. Ah ouais, c'est ça, exactement. Ah, j'ai eu des nouvelles du jeu de rôle Métro 2023, j'y pense là vite fait, vu qu'on parlait de jeu de rôle. Oh, oh, Bah ça avance, hein, ça avance bien là. oh. Toujours pas là, mais ça avance bien. Moi, Ils sont sur le finish là. jeu de rôle, là. Ils sont sur le finish, donc je vais bientôt, bah dès que je reçois la Spartan Edition avec bah, tout dedans, concrètement. Ah, ça Voilà. c'est cool, ça c'est cool. Où j'ai pris la plus chère. J'ai tout claqué. Ah, c'était il y a 4 ans maintenant, hein. Ça va faire 5 ans que c'est en développement. Hein. On s'est quand même tapé le Covid et la guerre en Ukraine juste après, quoi, vraiment. Parce que Ouais. sur un jeu créé par un russe, c'est compliqué la guerre en Ukraine, tu vois. Ah, Oui, bref. effectivement. Ah ouais, parce que du coup, le créateur de l'univers, il a dû fuir la Russie et tout, enfin, délire, laisse tomber. Ouais, moi je me rappelle, tu me l'avais déjà expliqué. Ah ouais, gros bordel. Bon, allez, Ouais. Allez, je vais te Tous. laisser aller dormir. Allez, de gros bisous à plus, et à la mec. prochaine. À tchuss. Tchuss.
Ouais, bah écoutez, d'ailleurs l'univers métro, métro 2033, 2034, 2035, excellent, excellent, excellent. Il y a Metro Awakening là qui sort en VR là, ce mois-ci, non, ou la fin de l'année, ou là, dans pas si longtemps que ça. Et l'année prochaine, du coup, il y a un nouveau métro qui est censé sortir, qui sera la suite de Exodus, un métro 4 du coup. Du coup, on a Metro 2033, Metro Last Light, Metro Exodus, et donc là, on aurait un Metro 4 qui n'a pas encore de nom, il n'y a pas encore de truc qui est fait, mais il est en développement. Donc vraiment, si vous aimez bien l'univers comme moi, vraiment, je surkiffe cet univers. J'ai les livres, j'ai fini les jeux, enfin, vraiment trop cool. Bah, soyez patients, ça va arriver. Et le jeu de rôle bientôt. Enfin, bientôt, Inch'Allah. Du coup, bah, merci d'avoir suivi un peu ce double live. Ouais, franchement, les judge chatting, je fais pas, pas mon truc. J'aime pas parler pendant des heures. Mais ça m'a fait plaisir, en tout cas, de vous raconter un peu les projets que j'ai, disons. Ah, bref. A plus. Au revoir, au revoir, au revoir.